Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle du secteur automobile qui doit relever bien des défis face à cette accélération de la transition énergétique. Bonjour Eric. Bonjour David. Eric Turgeman, directeur des gestions actions et convertibles chez OFI. En Europe notamment, c'est intéressant l'Europe, on s'oriente vers a priori la fin des moteurs thermiques, donc à essence ou au diesel, en 2035. Il faut voir que pour un constructeur, c'est après-demain 2035. C'est d'une violence inouïe d'ailleurs ce que subit en termes de rupture technologique, de contraintes réglementaires, le secteur auto en Europe. Alors ils ont pas le choix en fait. Ils n'ont pas le choix parce qu'en fait, il y a des chiffres qui montrent que le transport intra-communauté européenne, c'est 23% des émissions de CO2, je crois autour de 29% aux États-Unis. Et puis évidemment, comme c'est un gros pollueur, ce secteur, il y a la Commission européenne a pris des mesures assez drastiques. Il y a le fameux Fit for 55, c'est dur à prononcer, qui demande que d'ici 2030, je crois de mémoire, on réduise les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990. Donc ça va très très vite en Europe. Jusqu'à présent, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a fait un tout petit bout du chemin. Oui, on a fait un bout du chemin. Je crois qu'on a fait 20% par rapport à 90, mais il en reste encore. Je pense que le scandale du Dieselgate en 2015, il n'y a pas si longtemps, a accéléré en plus les choses. Et alors aux États-Unis, l'élection de Joe Biden a accentué aussi le virage écologique, ce qui n'était pas bien dur par rapport à Donald Trump. Avec l'ambition des régulateurs et des autorités européennes, Eric, c'est une révolution que doivent opérer les constructeurs auto en Europe maintenant, tout de suite. On est dedans, c'est pas... Oui, c'est maintenant. Enfin, quand on parle de 2030, c'est la décennie. Alors il y a évidemment, il y a des enjeux, des défis terribles, environnementaux, mais sociaux, on va en parler aussi, de gouvernance, donc un peu tous les piliers, les 3 piliers ESG dont on parle régulièrement. Bon, l'environnement, on vient d'en parler, c'est le CO2, mais qui dit tout électrique, parce qu'il y a cette pression des régulateurs voulant aller vers le tout électrique. Dit derrière, il y a des grands débats, parce qu'il y a les batteries. Donc les batteries... pour l'instant, elles ne sont pas françaises, elles ne sont pas trop européennes. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur le sol européen, mais pour l'instant, les batteries, elles sont japonaises ou chinoises. Elles sont asiatiques, mais alors au-delà de l'approvisionnement, les batteries, ça consomme du lithium, donc il y a du débat autour de ça. Il faut acheter du nickel, du cobalt. Qui dit cobalt dit cobalt en Afrique avec des pays qui font travailler les enfants. Donc on voit bien que c'est pas si simple. Puis alors après, qu'est-ce qu'on en fait des batteries ? Si vous achetez une voiture électrique pour la garder 15 ans, là, clairement, le bilan carbone à la fin, il est très, très positif. Si vous tournez tous les 2 ans... Si vraiment ça on achète le bilan carbone, il est intéressant parce que c'est pas seulement... c'est pour fabriquer la batterie, vous l'avez dit, avec le cobalt, le nickel, etc. C'est ce qu'on en fait ensuite quand il faut... Mais même en amont, ça dépend quelle énergie va être utilisée pour toute cette fabrication. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat du nucléaire, mais si vous utilisez les centrales à charbon, pour produire, en Allemagne par exemple. Pour produire quoi ? Une batterie ? Oui, pour produire une batterie, effectivement pour fabriquer, de toute façon les véhicules électriques qui sortent pas comme ça. Oui. Donc toute cette énergie consommée en amont, si c'est par des centrales à charbon, le bilan carbone à la fin ne sera pas le même que celui qui est produit par... Et quand on dit que le bilan carbone sur 15 ans, 20 ans d'une voiture électrique est assurément bon, ça sous-entend qu'on n'a pas produit une voiture avec de l'énergie à base de charbon ? Non. Alors, déjà, si vous la produisez avec... je ne vais pas rentrer dans le nucléaire, parce que là, on en parlerait des heures, mais effectivement, déjà, nucléaire contre charbon, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Sur le CO2, en tout cas. Et après, il y a le fait qu'à un moment donné, ça va s'amortir sur la durée. Si vous la gardez 15 ans, je ne sais pas si la batterie, on peut la garder 15 ans, mais clairement, vous ne renouvelez pas... en permanence les véhicules. Eric, tous les constructeurs, on le voit bien, sont pieds au plancher avec des annonces de plans en milliards, et on va en parler, pour électrifier leur gamme de voitures. Sans savoir, il y a cette volonté du régulateur européen, mais sans savoir si les consommateurs vont répondre présent, parce que pour aujourd'hui, ça coûte plus cher d'acheter une voiture électrique par rapport à une voiture moteur thermique, parce qu'il y a la question des bornes, de l'autonomie, des bornes de recharge, le maillage du territoire. Pour le consommateur, il y a de quoi, et quand on regarde d'ailleurs les chiffres de vente en France depuis le début de l'année, le consommateur, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Oui. Et donc souvent, il achète une voiture d'occasion, ou alors il attend, il reporte sa décision d'achat. Le consommateur, pour l'instant, il est aidé. Voilà. Et il est aidé en plus. Il est aidé, donc effectivement, ça lui permet de ne pas payer le surcoût. La question, c'est le jour où les aides vont disparaître, le consommateur, il n'a pas des revenus extensibles. Donc comment il va se comporter par rapport à une hausse, effectivement, des coûts. Donc tout l'enjeu du secteur, c'est aussi réussir
à produire moins En cher. masse, produire en masse. Mais ça, c'est compliqué parce que les batteries, il y a quasiment un coût, en tout cas aujourd'hui, incompressible. Donc il y a cet enjeu. Après, le consommateur, il n'a pas envie de s'arrêter tous les 200 km pour faire le plein d'électricité. Donc il y a l'enjeu des bornes aussi. Il va falloir un maillage assez précis. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Je voudrais juste revenir sur, on a dit, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'environnement, il y a le côté social aussi. Parce que tous les constructeurs, tous les vieux constructeurs, on va dire, notamment les constructeurs européens, il y avait énormément d'employés qui n'étaient pas tournés vers cette nouvelle technologie. Il faut moins de main-d'œuvre pour fabriquer une voiture électrique. Avec c'est d'autres pièces, c'est des logiciels. Il faut moins de main-d'œuvre et ce n'est pas la même main-d'œuvre. Ça va être des programmeurs de logiciels. Ce n'est pas les mêmes, c'est pas les ouvriers des usines, etc. Donc ça ne sera pas sans conséquence sur l'emploi. Il va falloir, non, c'est pas sans conséquence sur l'emploi. Et puis il va falloir trouver des reconversions pour beaucoup d'entre eux. Donc effectivement, c'est un enjeu. Alors évidemment, les nouveaux entrants qui sont partis from scratch. On a vu Tesla en image derrière vous. Tesla, évidemment, c'est des gagnants parce qu'effectivement, ils sont partis de zéro. Il y a un acteur chinois, je ne me souviens plus le nom, mais qui pèse 50 milliards en bourse, qui a démarré en 2014. Vous voyez, de 2014, on n'est pas dans l'historique de Peugeot. Les gagnants, ceux qui sont bien positionnés, encore une fois, face à tous ces défis, en dehors évidemment des nouveaux constructeurs qui sont lancés from scratch, comme on dit. Oui, alors on a Volkswagen, par exemple. Alors ça paraît assez contre-intuitif, parce que Volkswagen, c'était donc au départ du Dieselgate de 2015, 30 milliards d'amendes aux États-Unis, 3 milliards en Europe, toujours des plaintes. Controverses. Des controverses et puis des réclamations, des procès. Donc c'est pas complètement fini, mais alors, du coup ils sont passés, ils n'ont pas baissé la tête et ils ont finalement investi énormément pour essayer de devenir le premier acteur électrique en Europe. Alors c'est bien parti, je crois, avec l'ID3, l'ID4. Après, il faut transformer l'essai sur la durée. Et puis, Volkswagen donc, est bien positionné aujourd'hui par rapport à tous ces enjeux, encore une fois. De transformation, Volkswagen est bien positionné. Oui, Volkswagen est bien positionné maintenant. Il va falloir digérer les milliards d'amendes, mais ils ont pris un virage. D'autres aussi. Je pense à Renault, juste de Renault, Eric. Renault avec la Zoé, qui est, je crois, l'électrique la plus vendue en Europe. Puis il y avait la Leaf aussi de Nissan. Donc Renault n'est pas mal positionné. Stellantis, les acteurs français sont plutôt pas mal. Ceux qui avaient pris du retard, il y a Ford qui est en retard. Ils ont annoncé 11 milliards il y a 10 jours. Oui, mais c'est contre 40 ou 35 pour les autres. Voilà. Donc ils restent quand même relativement en retard. Il y avait Opel et Fiat qui avaient pris du retard, mais ils ont réglé le problème en fusionnant avec Peugeot. Donc voilà, les acteurs ne sont pas les mêmes. Après, juste un point... En fait, on voit dans les portefeuilles ESG, on en parle souvent, il y a les 3 critères, environnement, social, gouvernance. Gouvernance, les constructeurs sont moins bien notés, justement à cause des procès qui traînent. Voilà. Donc en fait, ils ont une note de gouvernance qui est moins bien notée par rapport aux équipementiers. Et souvent, dans les portefeuilles, vous verrez une surreprésentation des équipementiers par rapport aux constructeurs. Parce qu'ils n'ont pas été... parce qu'il n'y a pas eu de... Il y a de l'inertie, et il y a ce problème de gouvernance parce qu'il y a les procès et parce que c'est pas fini. Voilà. Mais ils rattrapent. Même chez les équipementiers, il y a des enjeux aussi. Parce que là aussi, Inforesia, par exemple, va devoir s'adapter. Et d'ailleurs, ils le font en rachetant l'allemand ELA. Et donc, en allant vers, effectivement, en renforçant la partie électrique, alors qu'ils étaient tournés vers les moteurs thermiques. Après, c'est une anecdote, mais Michelin, c'est un grand gagnant d'ailleurs, souvent très très bien noté. Ah oui, ça je sais pourquoi, parce que les voitures sont plus lourdes. Les électriques sont plus lourdes. Elles ne sont pas bien notées sur un plan ESG pour ça, elles sont bien notées parce qu'il y a un dialogue social qui est vraiment très très bon, parce qu'effectivement, ils essayent de favoriser le recyclage des pneus. Et l'anecdote, c'est qu'effectivement, voiture plus lourde à cause des batteries fait qu'il y a une mesure de pneu. Le pneu s'use plus vite. Voilà, le pneu s'use plus vite, même s'ils essayent d'avoir un pneu increvable dans le futur. Bon, voilà, on voit donc ces défis, cette révolution copernicienne, on pourrait dire quasiment, pour ces acteurs qui sont obligés de subir, en Europe tout du moins, cette transformation. Ils n'ont pas le choix. À marche forcée. Merci. Explication signée Eric Turgeman. Merci à vous. Merci David. Et Ça vaut le coup revient ici même la semaine prochaine sur Boursorama.